Ok, ben je vais essayer de faire court, même plus court. En gros, c'est une chaire sur l'explicabilité de l'intelligence artificielle dans le blanchiment d'argent. Et donc je vais essayer de donc j'ai présenté l'équipe avant les partenaires et je vais essayer de présenter un petit peu la problématique. Donc c'est une chaire multidisciplinaire qui mélange en fait l'économie, le droit et la partie mathématiques et informatique en fait en intelligence artificielle avec Stéphane Clémençon. On interagit avec Thomas Bonald à Télécom et Florence Dalchébut qui présente après. L'application en fait c'est dans le cadre du blanchiment d'argent. Donc c'est quoi en fait le blanchiment d'argent et quelle est la procédure classique qui est un peu la même dans toutes les banques en France mais aussi à l'étranger. Donc en gros on a trois phases. On a un processus bancaire en fait où on a des données de clients, de transactions avec des données complémentaires. Ces données sont utilisées par un algorithme en fait qui peut être déterministe ou à base de machine learning ou deep learning, mais c'est vraiment très très basique aujourd'hui dans les banques. Donc c'est plutôt des règles déterministes en fait en fonction de seuils comme la valeur de la transaction, etc., etc. Donc ce mécanisme en fait permet de générer des alertes de premier niveau. Ensuite, ça c'est vraiment très très manuel, c'est-à-dire qu'il y a une main d'œuvre en fait à cleaner en fait toutes les alertes. Une fois que l'alerte est confirmée, on repasse à un deuxième niveau et donc ce second niveau en fait établit si oui ou non il y a lieu en fait de faire un rapport en fait d'une transaction suspicieuse auprès en fait de Tracfin. Ensuite, Tracfin en fait analyse également le problème et fait appel à la justice si il y a lieu de poursuivre en fait la personne qui est susceptible d'être de blanchir de l'argent. Donc c'est de connaissance publique en fait au niveau de toutes les institutions françaises, mais aussi internationales, que ce système marche très très mal et très coûteux. On a remis donc les chiffres sur 100 alertes en fait qui sont générées. Donc il y en a que 10 qui donnent lieu à des activités de suspicion. Donc il y a un énorme en fait, il y a beaucoup de faux positifs, des transactions qui sont suspectes, mais en fait qui sont pas du tout suspectes à la fin. Donc sur ces 10 alertes en fait, il y en a que 2 qui sont faute de personnel, etc. Il y en a que 2 qui sont analysées par Tracfin. Et sur les 2, il y en a une qui à la fin donne lieu en fait à une procédure judiciaire contre la personne qui blanchit. Donc c'est vraiment un système qui produit beaucoup de bruit avec très très peu d'efficacité. Et donc les chiffres en fait, donnés par Europol, Tracfin, enfin toutes les autorités en fait de régulation sur les marchés montrent qu'en gros c'est un marché c'est pas un marché mais c'est une activité en fait criminelle qui est évaluée en gros à 200 milliards en fait d'euros de criminalité financière. Et sur ces 200 milliards, on en capte une infime partie. Et cette infime partie est due notamment à des procédures qui sont pas très, qui est pas assez adaptées en fait, aux criminels et à l'évolution de la criminalité financière. Et donc rapidement, en fait, il y a eu beaucoup de travaux où en informatique, en statistique, on a commencé à s'intéresser et justement mettre en œuvre en fait des outils basés sur le machine learning, le deep learning, pour essayer de suppléer en fait des fonctions, enfin des modèles qui étaient à base de règles très bêtes en fait. L'idée est donc de développer des modèles qui sont un peu plus compliqués pour essayer de traquer un peu mieux la criminalité financière. Le problème, c'est que ces modèles-là, qui peuvent être très performants, en fait, ont des problèmes en fait d'explicabilité, comme vous le savez. Et donc, problème d'explicabilité, en fait, c'est très compliqué du point de vue de la régulation. Et je vais y revenir. Il faut que les modèles soient auditables en fait par les régulateurs qui se saisissent en fait de demandes par des banques ou de clients pour aller inspecter dans les banques. Et donc un arbitrage en fait assez classique entre l'efficacité du système et l'explicabilité des algorithmes que je développe pour traquer en fait les activités criminelles.
Donc, comment l'IA en fait peut aider en fait dans le blanchiment d'argent? C'est principalement sur les phases en amont en fait, avant les déclarations qui sont transmises à Tracfin, par exemple, autorité financière, et aider à mieux segmenter en fait des clientèles à risque. C'est essayer de découvrir de nouveaux scénarios en fait de blanchiment d'argent, des détections d'anomalies, et aussi prioriser les alertes parce que donc on le disait, il y a 90% de faux positifs, donc ça génère énormément d'alertes qui devraient pas être générées par le système. Donc c'est essayer de réduire ces faux positifs, mais c'est aussi les prioriser, et les prioriser en fonction de nouveaux critères qui peuvent être économiques, par exemple. Et c'est aussi fournir en fait des outils de visualisation, parce que dans ces flux financiers, en fait, on va beaucoup se baser sur des analyses de graphes, en fait, avec des recherches et qui justement va essayer de mobiliser en fait des recherches récentes sur ces analyses de réseaux en fait de graphes. Voilà. Et donc du coup, l'idée en fait, pourquoi c'est important de s'intéresser à ces questions d'explicabilité, c'est parce que bien entendu en fait le blanchiment d'argent est très assimilé en fait à des procédures d'exclusion financière, et donc d'exclusion en fait de personnes du système financier. Et donc c'est d'un point de vue sociétal, c'est assez important de se préoccuper de pas refuser certaines transactions, de pas refuser certains clients, et au contraire de les inclure dans le système financier pour qu'ils contribuent aux activités économiques. Et donc d'un point de vue réglementaire, c'est très important en fait de comprendre pourquoi mon système en fait a justement déclaré une transaction qui est suspicieuse ou un client qui est suspicieux, etc. Et donc il doit falloir le justifier auprès du régulateur en fait financier, qui est la CPR Banque de France, avec qui on travaille sur ce projet. Il y a des défis aussi technologiques, donc on va essayer d'y revenir avec des spécificités qu'on aborde à Télécom. Donc essayer de comprendre un petit peu comment l'algorithme en fait que j'applique fonctionne. Et il y a une dernière couche qui est essentielle en fait, qui est celle du régulateur, c'est-à-dire le passage d'un système de règles qui est à peu près bien compris et auditable par le régulateur à un système en fait plus sophistiqué qui là produit des résultats qu'il faut expliquer, auditer, et donc il faut aider le régulateur justement à jouer son rôle en fait d'accompagnement des institutions à migrer vers des systèmes qui peuvent permettre en fait de réduire le blanchiment d'argent. Donc il y a plusieurs défis en fait dans ce projet. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir une vue un peu large en mélangeant des problématiques de droit et de droits fondamentaux, c'est-à-dire de ne pas exclure en fait une personne du système financier. Les problématiques économiques, parce que il y a des arbitrages entre l'efficacité des techniques que je mets en œuvre et puis leur explicabilité. Et donc l'arbitrage explicabilité efficacité, en fait, c'est essentiellement aussi en lien avec des arbitrages coût-bénéfice, parce que fournir des explications, c'est très coûteux. Je stocke des résultats, il faut que je les analyse, etc. Donc c'est assez coûteux, et donc du coup, si c'est assez coûteux, ça engage en fait des réflexions économiques sur quel type d'algorithme je vais pouvoir mobiliser pour se substituer à des règles un petit peu déterministes. Donc il y a à la fois des problématiques de droit, il y a des problématiques économiques, il y a des problèmes de réglementation et de régulation. Donc faire évoluer la régulation pour permettre en fait des innovations technologiques dans des environnements qui sont très régulés en termes de blanchiment d'argent. Il y a des questions aussi de réplicabilité, c'est-à-dire d'avoir des modèles qui soient suffisamment robustes pour différents types de services bancaires ou assurantiels. En fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes problématiques, et donc il faut accompagner le régulateur qui à la fois régule le système bancaire, le système d'assurance, à pouvoir auditer en fait ces nouvelles technologies. Il y a des problématiques qui sont un petit peu annexes, mais en expliquant, on doit pouvoir aussi résoudre des problèmes, en tout cas s'intéresser à des problèmes de biais de discrimination. Quand on parlait en fait de
explicabilité et en lien avec des problématiques de droit, c'est-à-dire d'exclusion financière, il faut pas que en fait les techniques qu'on met en œuvre en fait traquent systématiquement certains types de populations, ou en tout cas si elles les traquent, il faut expliquer pourquoi en fait elles les traquent. Donc il y a des problèmes d'accès de données parce que c'est très compliqué dans les environnements bancaires où il y a beaucoup de silos entre les données de transaction, les données d'épargne, les données d'investissement, et puis des silos entre banques parce qu'on communique très très peu entre banques et donc du coup il faut aussi essayer dans des cas de recherche d'essayer d'avoir des données en fait qui permettent de combiner des données de plusieurs établissements pour essayer de montrer en fait l'efficacité de mettre en œuvre en fait des données au niveau en fait du régulateur pour mieux traquer en fait ce blanchiment d'argent. Donc voilà, et en matière de recherche sur les algorithmes, l'idée c'est de dépasser un petit peu ce qui est fait. Donc on commence à peine en fait. Donc on a une bonne connaissance en fait des techniques de base en fait pour essayer d'expliquer en fait certains types d'algorithmes. Et donc il y a des travaux qui sont un peu plus récents en fait et qui sont adaptés en fait au blanchiment d'argent et qui travaillent justement sur des réseaux de graphes et qui permettent en fait d'avoir une vue en fait un petit peu différente des problématiques classiques. On va exploiter justement des réseaux en fait de criminels. Donc ça demande en fait de pouvoir en fait s'intéresser justement et démasquer en fait ces transactions, non pas de point de vue en fait transaction par transaction, mais des transactions qui sont en lien avec des réseaux de personnes. Et donc on essaye en fait d'appliquer en fait des graph convolutional networks sur ces nouvelles données de blanchiment d'argent. Voilà en quelques lignes en fait un petit peu la présentation du projet. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous m'avez entendu. Je suis désolé, j'ai entendu le début de la question, j'ai pas entendu la fin dans un contexte international. Oui, je entends. Non, ils sont pas du tout en avance en fait. C'est les mêmes problèmes de partout en fait. Les statistiques que j'ai présentées, elles sont valables quels que soient les pays. Donc il n'y a pas de pays qui serait en avance en fait en termes de technologie pour réduire et mieux traquer en fait le blanchiment d'argent. Non, en fait, ce sont même des régulations qui sont vraiment internationales pour le coup. Non, il n'y a pas d'avance technologique. Ouais, en fait, l'idée c'est d'avoir des approches qui sont complémentaires, quoi. C'est-à-dire de regarder habituellement, en fait, de détecter des nouveaux scénarios au niveau des transactions, mais c'est aussi donc qui permettent justement de créer de nouvelles relations entre des variables qui sont liées aux clients, aux transactions, au type de transactions. Et il y a une autre, en fait, d'autres approches qui commencent à se développer et qui débute un petit peu depuis 2-3 ans en fait sur ces graphes en fait de réseau où on va essayer de comprendre parce que ce sont des flux financiers, donc les flux en fait ils vont d'une personne à une autre et d'une personne à une autre, et donc on sait très bien en fait, on arrive à identifier et justement des clusters en fait de clusters et d'essayer de faire des recherches en fait sur ces clusters. Sauf que en fait
c'est très compliqué parce que enfin on a un problème de passage à l'échelle. On peut le faire sur des petits voilà, sur des petits réseaux, sur des petits graphes. Mais ces recherches en fait sont le passage à l'échelle avec des millions de connexions, etc. C'est assez compliqué. Donc pour l'instant, on est juste en train de voilà à la fois de faire des approches un petit peu classiques, de détection de nouveaux scénarios avec des variables qu'on connaît bien, et aussi des recherches un petit peu exploratoires en mobilisant justement ces analyses de réseau. Merci beaucoup.